Ram Singh et sa voiture arrivent toujours à l'heure. Le cheval blanc Chetak, qui donna sa vie pour sauver son cavalier en l'éloignant du champ de bataille, a sa statue au centre d'Udaipur que nous quittons. En voyant certaines scènes, et sans vouloir trop approfondir, nous évoquons la situation très contradictoire de la femme en Inde. Dans cette société dominée par les hommes, elle est l'image du dévouement. Le sacrifice est son lot. Elle peut cependant se consacrer à une cause dépassant le cadre de la famille. Elle exercera alors son intelligence et suscitera respect et dévotion, telle Indira ou Sonia Gandhi. Il manque 40 millions de femmes en Inde. Cette hécatombe a des causes nombreuses. Mortalité infantile élevée chez les filles, car inégalité devant les soins, devant la nourriture et la scolarisation. Dans les campagnes, infanticide après la naissance. Et en ville, avortement suite à l'échographie qui révèle le sexe. Ce désastre est causé par la dot. La fille coûte cher au moment du mariage arrangé. C'est une monnaie d'échange en vue d'obtenir des biens, moto, réfrigérateur. Ce pays, malgré la mise en place de lois pour la protection de la femme, est le 4e endroit le plus dangereux au monde pour celle-ci. Viol, vitriolage, violences domestiques font partie des habitudes ancrées dans des traditions moyenâgeuses. Les carrières de marbre ne sont pas loin. Stockage et transport des blocs. Et la route continue, avec son lot de surprises. Nous approchons de Pushkar, seule cité hindoue où l'on honore Brahma. On raconte que Brahma, le créateur de l'univers, combattit un démon avec une fleur de lotus. Durant la bataille, un pétale se détacha et tombé à terre, il se transforma en lac. Accueillis dans un ashram où nous déjeunons, nous nous préparons à découvrir cet important centre de pèlerinage. N'étant pas hindous, il nous est interdit de monter et de nous approcher du cœur du sanctuaire.
En suivant les rues populeuses, on nous conduit vers le lac sacré. Sur les Ghats, ces escaliers blancs qui descendent vers l'eau, nous accomplissons les rites pour atteindre la connaissance, décorés de colliers de fleurs et marqués du Tika. Photo interdite car pourboire pas assez élevé. Bizarre, nous n'avons senti aucune transformation. Pushkar, ville de pèlerinage, abrite aussi la foire aux chameaux la plus célèbre de l'Inde. Les campements s'étalent autour de la ville. Au moment de la pleine lune d'octobre, elle attire des milliers d'hommes et de bêtes. On vient vendre et acheter du bétail. Nous reprenons la route pour Jaipur. Petites indiennes sauvées, elles vont à l'école. Arrivée à l'hôtel Trident de Jaipur. De notre chambre, vue superbe sur le palais des eaux. Accueil au restaurant toujours aussi sympa. Réveillés à 5 h du matin, nous allons nous rendre au fort Amber, à 10 km de Jaipur. Pendant près de 3 siècles, le grandiose palais a abrité la vie d'une cour des plus fastueuses du Rajasthan. Sur le lac artificiel s'étend un curieux jardin de type moghol au dessin géométrique. La montée au fort peut se faire à dos d'éléphant, au rythme paisible et balancé de cet imposant animal. Une soixantaine de pachydermes déversent placidement leur cargaison en 3 allers et retours dans la matinée sur la vaste esplanade. Nous ne boudons pas notre plaisir. Poshmatri. Poshmatri. 50 rupees.
Ce vaste espace, entouré de bâtiments, servait de caserne, d'écurie et de logement au personnel. Nous passons devant les portes en argent du temple de la déesse Kali avant de grimper l'escalier qui donne accès au palais. Passé la porte de Ganesh, nous entrons dans le hall des audiences publiques. Assis sur un trône d'argent, le souverain siégeait. De somptueux tapis rehaussaient la sobriété des 40 piliers de marbre blanc. Du bord de la terrasse, panorama sur les murailles et le fort Jégart, premier refuge des Rajpouts en 1589. De terrasse en galerie, nous parcourons les salles des différents palais. En passant de salle en salle, nous sommes éblouis par tant de richesse et de beauté. Palais des miroirs, palais de la gloire, magnifique décoration. Calme et détente dans le jardin moghol, jouxtant le palais des plaisirs où le maître des lieux prenait le frais. Nos premiers charmeurs de serpents. वही कार्लोस अब सुनो मेरी बात मेरे को बहुत थोड़ी बहुत चाहिए दवाई कब ला के देगा ये उतार ले एक दो दिन में जब भी उतार के मेरे को कागज बात दे देना Quelle charmante petite bête. Il y a du relâchement dans la police indienne. Nous quittons le fort Amber en jeep, tandis que dans le village, les éléphants vont se reposer. Dans un atelier, nous suivons les différentes étapes de la fabrication des tapis. किसी का मसाज करना होता तो उसका सर अड़ा दो उसके बस इसकी भी तकलीफ नहीं होगी Et c'est l'impression à tampon, une spécialité de l'Inde. Les motifs successifs trempés dans la teinture sont posés à la main sur l'étoffe. Technique longue et pénible qui demande une grande précision. Les résultats sont superbes. Enfin, nous découvrons la ville de Jaipur.
Construite sur un plan géométrique strict par un Maharaja visionnaire, le rez-de-chaussée des bâtiments offre des arcades ouvertes sur la rue où les marchands installent leurs boutiques. Ville rose, peinte en 1876 lors de la venue du prince de Galles Édouard, qui deviendra Édouard VII à la mort de sa mère, la reine Victoria, la tradition se perpétue. Le Palais des Vents n'est qu'une façade de plusieurs étages avec des jalis, c'est-à-dire des fenêtres à moucharabie. Le bâtiment n'a pas d'épaisseur, c'est un magnifique paravent qui permettait aux femmes de regarder le spectacle de la rue sans être vues. C'est Gessing II, féru d'astronomie, qui entreprit en 1728 la construction d'un observatoire, le Jantar Mantar, en vue de réviser le calendrier hindou. Cette science joue un rôle important dans la culture indienne, pour les horoscopes, pour la détermination de dates favorables, pour les mariages par exemple. Ensemble exceptionnel d'instruments colossaux qui dessinent d'étranges formes géométriques et semblent sortir tout droit d'ateliers d'artistes contemporains. Passés les 2 éléphants de marbre qui gardent l'entrée, nous accédons à la grande cour intérieure du City Palace. Sous les arcades, la salle d'audience. Puis la cour des Pans, animaux sacrés, symbole de l'Inde. Magnifique réalisation en mosaïque. En 1902, le Maharaja se rendit en visite à Londres. Il fit fabriquer 2 énormes jarres d'argent de 400 litres, car le pieux souverain ne faisait ses ablutions qu'avec l'eau du Gange. Soin de beauté. Les visites sont terminées. Maintenant, nous prenons plaisir à flâner seuls dans la ville. Près du Jal Mahal, le palais des eaux, résidence d'été plus ou moins abandonnée, la foule bruyante et colorée, installée sur les pelouses, profite de la douceur du soir. Qu'est-ce que tu dis? Ah, my family. Ah, Baoli. Contact facile avec la population. Retour à l'hôtel. Et à 20h, son et lumière en anglais sur le fort Ambert.
La journée se termine comme dans un rêve. Nous quittons l'hôtel Trident de Jaipur, où nous avons été accueillis comme des princes, et nous partons faire des achats. Bracelets, ceinture, et dans l'atelier et le magasin de pierres précieuses, essais de merveilles. C'est là que Benoît me fait la surprise d'un bijou, le rubis étoilé de Jaipur, pour nos 45 ans de mariage. Les emplettes terminées, nous partons pour Samod, un petit village à 40 km de Jaipur. Nous sommes dans la campagne indienne. L'agriculture est le principal secteur d'activité dans la mesure où il occupe les 2/3 de la population active. On cultive surtout du blé, du riz et de la canne à sucre. Mais les exploitations sont petites et manquent de moyens mécaniques. Le millet est mûr, les champs sont fauchés et les femmes séparent les épis des tiges. La récolte obtenue est battue sur place. Les tiges sont mises en gerbe et regroupées en meules. Elles serviront de nourriture pour le bétail. Arrêt pour déguster ces drôles de fruits, bien acides. Nous croisons des dromadaires au dessin troublant. La svastika est omniprésente en Inde, sur les temples, sur les maisons, dans les rues. C'est un signe bénéfique, d'origine très ancienne. Il symbolise la révolution du soleil et les forces cosmiques. Nous voici au Samod Palace. Accueil chaleureux. Benoît et son tika, le 3e œil de Shiva, à l'emplacement du 6e chakra, dans lequel résident les facultés psychiques et souligne la dimension spirituelle de celui qui le porte. Tout un programme. Nous prenons possession de notre suite. Nous ne manquons pas d'espace. Palais des 1001 nuits, construit au XVIe siècle au pied des monts Aravalli. Sol en marbre, mosaïque, pierres précieuses et tapis de luxe. Véritable musée. Nous partageons un court instant la vie des Maharajas. De notre terrasse, vue sur la piscine. Une fois installés, nous partons à la découverte.
Piscine sur le toit, jacuzzi dans la tour. Nous avons été frustrés tout au long du voyage, car nous avons oublié les maillots de bain. Nous choisissons notre salle à manger. Un repas gastronomique sur la terrasse, suivi d'un spectacle de marionnettes. Dans la douceur du soir, bercés par les effluves du vin, mais perdus dans le labyrinthe des couloirs, nous avons du mal à retrouver notre chambre. Ce matin, réveil avec les singes sur le balcon et au bord de la piscine. Petit déjeuner au champagne. Nous quittons ce paradis hors du temps. Nous replongeons vite dans la réalité. La fabrique de fromage concentre l'activité du village. Nous voici en route pour Agra. Une vache morte au bord de la route. Nul ne touchera son cadavre. Les dieux sont toujours présents. Shiva et Hanuman annoncent le temple de la vache sacrée. La vache en Inde est comme une mère universelle, du fait qu'elle donne son lait à tous. On utilise le ghee, beurre clarifié, dans les cérémonies. La bouse comme engrais et combustible. L'urine entre dans la composition de médecine traditionnelle. Mais on ne mange pas la vache, on ne mange pas sa mère. Quand faut y aller, faut y aller. Activité agricole importante. Parfois, c'est des erreurs de conduite.
veut caresser cette charmante petite bête? Et c'est l'ensemble monumental de Fatehpur Sikri, vite construit en 1572, vite abandonné 25 ans plus tard par manque d'eau. Ces gigantesques vestiges de grès rouge sont les restes extraordinaires de l'une des capitales du grand Mongol, Akbar, fantôme d'un passé aussi glorieux qu'éphémère. Les dessins géométriques en zigzag de l'art persan ornent les murs du pavillon de la sultane turque. Sur la plateforme du bassin sans pareil, le grand Moghol venait goûter la fraîcheur de la pièce d'eau. Dans le pavillon du trésor, un pilier central supporte un exceptionnel chapiteau formé de 3 séries de consoles. En sortant, nous poursuivons vers Agra. Le long de la route, la fête bat son plein. Pas pour tout le monde. Un souci sur la route. Nous restons bloqués 1 heure, sans savoir pourquoi. À Sikandra, dans un paisible parc peuplé de pans et d'aigrettes, se trouve le colossal mausolée de l'empereur Akbar. Le plus impressionnant, c'est l'arrivée sur cette porte monumentale, flanquée de minarets blancs. Remarquable travail de marqueterie qui grave dans le marbre les versets du Coran. Terminé en 1605, le tombeau du plus grand empereur moghol fut pillé en 1691. Retour à l'hôtel Trident d'Agra. Encore une journée bien remplie. Agra et ses 2,5 millions d'habitants sont déjà réveillés. En calèche, nous arrivons au Taj Mahal, le monument le plus visité du pays et symbole de l'Inde.
Un monumental portail de grès rouge, incrusté d'arabesques et d'inscriptions coraniques en marbre blanc, donne accès au jardin qui entoure le mausolée. C'est en passant sous l'arcade de ce portail que nous sommes éblouis. Sur un socle de grès rose, le mausolée apparaît comme une sculpture de marbre, diaphane, presque irréelle. En 1612, Mumtaz Mahal a 19 ans. D'origine iranienne, elle se marie à l'empereur moghol Shah Jahan. C'est sa 3e épouse. Elle va devenir l'élue du harem, la favorite. Elle meurt en 1631, à 38 ans, en donnant naissance à son 14e enfant. L'empereur ordonna la construction d'un mausolée au bord de la rivière Yamuna, qui serait la représentation sublimée de son amour pour son épouse, exprimant à la fois sa beauté physique et ses qualités morales. « 28 types de pierres fines ont été utilisés pour composer les motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc. Et 1000 éléphants ont transporté les matériaux pendant les 17 ans que dura la construction. Dans ce cadre magnifique, moment exceptionnel de beauté. Promenade sur la terrasse et vue sur la rivière Yamuna. En sortant, passage rapide dans un atelier de marqueterie sur marbre. Les artisans mettaient toutes les pierres sur la surface, le marbre, pour marquer le motif, pour marquer le dessin, tout. Retour à l'hôtel pour déjeuner. À chacun sa nourriture. Et nous voici repartis. Au hasard des rues, statue de Maharaja, traditionnel tas d'immondices, carriole chargée de bouse de vache et chariot de canne à sucre. Le fort rouge d'Agra est le plus grand fort de l'Inde. En 1558, Akbar choisit Agra comme capitale. Il modifie le fort militaire pour en faire un palais résidentiel pour son fils Jahangir. Une puissante enceinte de grès rouge défendait la citadelle impériale, renforcée de tours, de bastions et précédée d'un large et profond fossé. Au milieu de la foule des Indiens, nous passons la première porte. On accède à une cour qui conserve quelques restes de décors en mosaïque. On continue par une rampe à éléphants qui débouche sur un jardin bordé par le palais de Jahangir. L'élégante façade aux arcades aveugles est soulignée par des moulures de marbre blanc. Ce magnifique pavillon octogonal, aux incrustations délicates, servit de prison à Shah Jahan, qui y fut confiné pendant 8 ans, jusqu'à sa mort, prisonnier de son fils, usurpateur du trône.
De ce balcon, il apercevait le Taj Mahal qu'il avait fait construire et devait songer avec nostalgie à tout ce qu'il avait perdu, sa liberté, son royaume et sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Et c'est la vaste esplanade du Jardin des Vignes. De la galerie, on aperçoit les élégantes coupoles de marbre blanc de la mosquée de la Perle. Nous nous arrêtons devant le splendide pavillon des audiences privées. Et près du grand jardin, un instant de repos. Maintenant, il est 21h. Nous sommes à la gare d'Agra. Nous allons prendre le Marundar Express de 21h20 pour Varanasi. Le train arrive à l'heure. Nous trouvons le wagon, puis les couchettes. Nous en avons pour 12 heures. Et sans attendre, l'express file dans la nuit.